en leadership humanitaire et diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire. Et on a eu la chance de travailler dans le même groupe pendant plusieurs mois et de façon intensive et directe pendant 10 jours. Et Fanta Touré Diop est experte en santé publique et diplômée en leadership humanitaire avec les CHL, comme je vous l'avais dit, Centre pour le leadership humanitaire avec l'Université de Deakin. Et elle est aussi conseillère régionale en santé et nutrition pour Action contre la faim au bureau régional de l'Afrique de l'Ouest. Elle est basée à Dakar, avec une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine humanitaire et aussi dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Donc, sans plus tarder, je te passe la parole, Fanta, avec tout l'intérêt et l'attention du groupe. Merci beaucoup, Moussa. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de participer à cette activité donc, qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui. Et je félicite vraiment cette belle initiative qui a été mise en place au niveau de la région. Et c'est vraiment un honneur d'y participer. Donc, ça ne me surprend pas que Moussa fasse partie d'une telle initiative parce que Moussa, c'est, comme il l'a dit, on a fait la formation de leadership ensemble. C'est déjà une personne qui incarne toutes les qualités et tous les comportements de leadership, donc de façon globale. Donc, c'est une personne vraiment que je respecte énormément de par ses qualités humaines, de par également son expérience professionnelle, son engagement pour son peuple, son continent. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de contribuer vraiment à cette activité qui est actuellement en cours. Donc, sans plus tarder, donc, comme Moussa l'a introduit, moi, je suis la conseillère santé et nutrition Action contre la faim, le bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous couvrons 14 pays au niveau de la région, donc en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et aujourd'hui, j'ai la casquette du CHL. C'est même, on peut trop dire, hein, CHL, parce que, comme Moussa l'a dit, j'ai eu cette chance, vraiment, il faut le dire. C'est une chance dans ma vie d'avoir eu cette opportunité de faire cette formation. Et une formation qui nous a pratiquement toutes et tous transformés, il faut le reconnaître. Et la preuve, donc, je pense que vous voyez ce que Moussa et ses partenaires sont en train de dérouler. C'est une formation qui te transforme, qui vraiment t'ouvre les yeux, qui te fait découvrir vraiment tous les comportements, toutes les qualités de leadership qui dormaient peut-être même en toi, que tu n'avais pas conscience, dont tu n'avais pas conscience. Et voilà, qui te rend plus dynamique, plus engagé, voilà, pour les populations pour et avec lesquelles nous sommes en train de nous battre nuit et jour. Donc, du coup, cette formation, je vais en parler un peu parce que je représente aussi le CHL, comme j'ai dit, pour ce panel, qui est organisé par l'Université de Dickens en partenariat avec Action contre la faim. Et beaucoup de formations sont actuellement offertes au niveau de l'Université de Dickens. Et cela grâce au financement de l'USAID, donc qui nous accompagne pratiquement depuis voilà, la mise en œuvre de cette formation. Donc, un grand merci également à ce bailleur qui nous fait et qui continue à nous faire confiance. Donc, cette formation, comme je l'ai dit, offre maintenant plusieurs palettes, dont la première, c'est cette formation diplômante que nous avons eu la chance de faire, Moussa et moi, et peut-être même d'autres personnes qui sont en train de participer à cette activité, et qui est une formation de à peu près 9 mois, donc 9 mois académiques, il faut le dire, et qui forme sur le renforcement du leadership pour les actrices et les acteurs qui interviennent dans l'humanitaire et aussi dans le développement, parce qu'on nous pose beaucoup cette question. Et cette formation est assortie d'un master, voilà, donc que tu as quand tu réussis toutes les évaluations, voilà, tous les cours que tu les suis normalement. Donc, tu as un master, voilà, sur le leadership humanitaire. Et c'est une formation qui se fait également en ligne.
et avec aussi une partie qui se fait en présentiel, donc dans un pays. L'année dernière, nous l'avons fait à Dakar, mais je pense que pour les années à venir, la phase en présentiel peut se faire dans d'autres pays. Donc, l'autre formation également qu'offre l'Université de Dickens en partenariat avec ACF, c'est aussi une formation qui est certifiante. Donc, pour des juniors, ça, il faut le dire, parce qu'il y a aussi des juniors qui viennent d'embrasser le métier de l'humanitaire et qui ont à peu près voilà, 1 ou 2 ans d'expérience et qu'il est nécessaire d'accompagner pour aussi renforcer leur capacité sur le leadership humanitaire. Donc, pour ces profils également, il y a une formation certifiante qui se fait sur 3 mois en ligne et également aussi avec une phase en présentiel qui peut se faire dans n'importe quel pays au niveau de la région. Donc, du coup, l'autre aussi formation qui est même actuellement en cours actuellement à Dakar, donc la phase présentielle, c'est pour des seniors. Voilà, des seniors qui ont même des fois plus de 5, 10 ans, 15 ans d'expérience dans l'humanitaire ou dans le développement. Et c'est aussi une formation en ligne avec une phase en présentiel qui peut se faire dans n'importe quel pays de la région. Cette année, c'est même la première cohorte qui est en train d'être formée. Donc, cette année, la phase présentielle se fait à Dakar, mais il est prévu de le faire aussi dans d'autres pays au niveau de la région. Donc, du coup, c'est assorti également d'un certificat sur le leadership humanitaire. Donc, je vais vous envoyer, donc, par l'intermédiaire de Moussa, le lien où vous pourrez découvrir vraiment toute cette palette de formation qui est offerte par l'Université de Dickens en partenariat avec Action contre la faim, et cela grâce au financement de l'USAID. Donc, sans plus tarder, je vais m'avancer sur ce qu'on m'a demandé de faire aussi, c'est-à-dire de parler de la charte de Dakar. Donc, notre partenaire Yves, qui a parlé précédemment, a vraiment dit l'essentiel. Donc, je ne ferai peut-être que faire un petit résumé sur cette charte de Dakar qui a été élaborée en mai, donc à Dakar, et qui a réuni beaucoup d'acteurs au niveau régional, au niveau national, au niveau international, donc, et qui ont échangé sur tout ce qui est consolidation du leadership humanitaire pour les acteurs locaux en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, ce que je tenais également à préciser concernant cette charte de Dakar, l'ambition était d'avoir un humanitaire localisé. C'était vraiment ça, l'ambition de cette charte de Dakar. Donc, à mettre en place ou garantir une situation qui est beaucoup plus propice au leadership humanitaire, donc un leadership qui va être inclusif, un leadership également qui va être moins élitiste, ça il faut le dire, parce qu'avant, il y avait des personnes, je peux le dire comme ça, entre guillemets, qui étaient préparées, voilà, qui étaient poussées, soit par leur vocation ou pas, à embrasser vraiment ce métier de leadership et aussi même être des leaders dans ce domaine. Donc là, on veut que ça soit beaucoup plus égalitaire, équitable, voilà, et aussi plus contextuel et authentique. Donc, basé sur des initiatives communautaires, je pense qu'Yves en a parlé tout à l'heure, et aussi sur des connaissances endogènes, parce que les connaissances endogènes doivent être même le socle, doivent être la base de toute construction et aussi de tout renforcement du leadership humanitaire. Donc, du coup, parmi aussi les ambitions qui sont visées au niveau de cette charte de Dakar, en lien avec en humanitaire beaucoup plus localisé, c'est aussi la promotion du dialogue qui doit être réciproque. Je pense que aussi Yves en a très bien parlé dans sa présentation, qui doit être réciproque. Voilà. Il faut vraiment enlever ce complexe qui existait, il faut le dire comme ça. Avant, il y avait un complexe qui existait entre les bailleurs et aussi les partenaires qui demandaient ces fonds. Maintenant, de plus en plus, ce complexe est en train vraiment de disparaître. Voilà, c'est même les acteurs locaux qui ont ce leadership et qui vont négocier et qui vont même, je peux le dire comme ça, réclamer voilà, ce qu'on doit mettre comme financement pour répondre à ces urgences qui se passent dans ces milieux qui sont très, très volatiles. Donc, du coup, il faut mettre en avant dans ces discussions les organisations locales et surtout les bénéficiaires, vraiment, qui vivent ces problématiques, parce qu'il n'y a pas meilleure personne, mieux placée
que ces bénéficiaires qui vivent ces différents problèmes, qui sont au milieu de ces urgences pour vraiment parler voilà, de leurs conditions et aussi réclamer les financements qu'on doit mettre pour apporter des réponses qui sont adéquates. L'autre aspect qui est également dans les ambitions de cette charte, c'est de promouvoir aussi une confiance réciproque entre acteurs internationaux et nationaux. Je pense que là, la machine est bien lancée, Yves l'a dit tout à l'heure aussi. Même dans les consortia qui se mettent en place, c'est beaucoup plus les organisations nationales qui sont mises en avant, qui sont les leads. Et je pense que ça doit continuer comme ça. Voilà, je pense qu'on doit tout faire pour que dans ces projets, voilà, ces financements que nous voulons obtenir pour apporter des réponses à ces urgences au niveau de la région, de mettre en avant vraiment des acteurs locaux forts et qui ont vraiment toutes les capacités pour mener à bien toutes les réponses qui sont apportées. Et la dernière ambition, peut-être même je ne dirais pas la dernière, en tout cas l'une aussi des ambitions, c'était d'avoir aussi une réponse qui soit coordonnée avec les communautés, qui doivent vraiment être au cœur des interventions. Voilà. Si on dit les communautés au cœur des interventions, c'est que nous devons travailler avec et pour les communautés. Donc, ne pas faire du top-down. Voilà. Il faut qu'on les écoute, il faut qu'on les inclue dans tout le processus de mise en œuvre et d'élaboration des programmes. Voilà, c'est eux qui vivent ces situations désastreuses. Donc, elles peuvent vraiment parler comme il se doit et aussi réfléchir sur des réponses appropriées et adéquates et aussi pérennes. Ça, je pense que c'est très important. Si nous mettons en place les communautés au centre de toutes les réponses, ça va aussi faciliter la pérennité et la durabilité de toutes les actions qui seront apportées pour apporter des réponses à ces urgences humanitaires. Donc, cela va permettre aussi de réduire voilà, les pertes de vies humaines et aussi humanitaires et aussi de promouvoir plus de respect du droit international humanitaire. Donc, du coup, cette charte était réfléchie avec l'ensemble des partenaires, donc locaux, internationaux, régionaux. Et donc, du coup, nous avions travaillé sur 4 axes que Yves également a cité tout à l'heure, donc à savoir tout ce qui est consolidation du leadership humanitaire, les acteurs locaux, l'amélioration également de l'accès aux ressources. Donc, quand on dit ressources, c'est les finances et aussi les ressources humaines par les organisations locales et aussi tout ce qui est promotion de la sûreté, la sécurité et aussi du duty of care pour les acteurs locaux, donc surtout pour ceux qui travaillent dans les endroits qui sont vraiment difficiles d'accès. Et ça, c'est le cas de plus en plus. Donc, il y a des endroits où beaucoup d'acteurs n'osent plus partir. Il a lancé une invitation pour partir, si je ne me trompe pas, dans le Sahel. Peut-être que j'ai mal entendu. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'acteurs voilà, qui vont l'accompagner dans cette noble mission qui devra faire pour être vraiment proche, beaucoup plus proche encore des besoins et aussi à l'écoute des communautés. Donc, et le dernier point de cette charte, c'était la promotion de la redevabilité et aussi du respect du droit international humanitaire. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les points voilà, qui ont été soulevés lors de l'élaboration de cette charte. Moussa va vous partager l'intégralité de la charte qui a été vraiment amendée, validée par l'ensemble des acteurs, mais peut-être soulever quelques points qui vraiment semblent également importants en lien avec l'amélioration déjà de l'implication des acteurs. Donc, du coup, moi, je parlerai peut-être plutôt de l'identification et aussi de l'intégration des leaders locaux dans les espaces de coordination. Je pense que la première intervention a fait mention de la participation vraiment des partenaires aussi locaux et des organisations du niveau national sur les cadres et mécanismes de coordination donc, pour les réponses humanitaires au niveau des pays. Il faut aussi qu'on aille encore beaucoup plus au niveau déconcentré, au niveau décentralisé, en impliquant tous ces acteurs locaux au niveau village, au niveau des communautés, au niveau des districts. Voilà, il faut vraiment que ces personnes ressources qui ont de fortes capacités endogènes qui peuvent renforcer les réponses humanitaires, qu'on les implique et qu'on les écoute de plus en plus et qu'on prenne en compte vraiment aussi les besoins qu'ils ont mentionnés
pour renforcer et rendre durable ces réponses. Donc ça, c'est très important. Donc, déconcentrer et décentraliser aussi tous ces espaces de coordination. Ne pas juste se limiter au niveau national, au niveau régional, mais aller encore là où les communautés sont en train de vivre et de survivre hein, face à ces situations qui sont très, très, très difficiles. L'autre aspect, l'autre axe, c'est sur l'amélioration de l'accès aux ressources. Donc, Yvan en a parlé également tout à l'heure sur les ressources financières et humaines. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avancées qui sont actuellement en cours. Et comme on dit, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc, il faut que ces bonnes initiatives, cette machine qui est lancée, puisse continuer. Voilà, il ne faut pas qu'on accepte de retourner en arrière. Il faut qu'on continue. Et pour continuer, il faut capitaliser. C'est très important. Pour continuer, il faut apprendre des leçons apprises, des bonnes pratiques, mais aussi même des pratiques qui n'ont pas fonctionné. Voilà, des expériences qui ont échoué, il faut le dire comme ça, pour ne pas les reproduire. Ça, c'est très important. Donc, si nous voulons aller de l'avant et ne pas faire d'éternels recommencements dans tous les engagements que nous sommes en train de prendre, nous, en tant qu'acteurs humanitaires, les bailleurs, les gouvernements et tout ça, il faut qu'on puisse capitaliser, voilà, et aussi renforcer tout ce qui est learning. C'est très important en matière de leadership humanitaire, en matière d'implication des acteurs locaux dans les réponses humanitaires. Donc là, sur le troisième axe, je parlerai peut-être donc en lien avec la promotion de la sûreté, de la sécurité et du duty of care pour les acteurs locaux, surtout pour ceux qui travaillent dans les endroits difficiles. Donc, il faut qu'on puisse aussi avoir des espaces de dialogue, des espaces de concertation, des espaces de discussion pour permettre aussi de débattre de la question des principes humanitaires. Ce pas des principes qui sont figés. En tout cas, je pense que beaucoup de personnes qui sont actuellement dans cette activité partagent cet avis. Rien n'est figé dans ce monde. Comme le disait Lavoisier, voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, il faut qu'on puisse également avoir cette audace de questionner les principes humanitaires, de les contextualiser, voilà, en fonction aussi de la volatilité que nous avons face à ces contextes humanitaires. Donc, du coup, il est important de promouvoir ces dialogues à tous les niveaux, au niveau international, au niveau régional, au niveau national, au niveau déconcentré et décentralisé, avec les acteurs qui vivent aussi ces problématiques. Je pense qu'il faut que nous puissions aller dans ce sens et l'accompagner aussi avec tout ce qui est capitalisation, documentation. On l'oublie, hein? Donc je pense qu'on est fort des fois dans la mise en œuvre, dans l'opérationnalisation des réponses et aussi dans les réflexions sur des stratégies, mais des fois, on n'écrit pas. Voilà, il faut le reconnaître, c'est une de nos faiblesses. Donc, il faut qu'on renforce vraiment ces actions de capitalisation et aussi de dissémination de ces bonnes pratiques, de ces leçons apprises face à ces débats voilà, qui vont se mettre en place autour des questions sur les principes humanitaires. Donc, surtout en lien avec la neutralité, l'indépendance voilà, pour les acteurs locaux. Ça, pour nous, c'est très, très important. Et là, il faut mettre aussi ces acteurs locaux en avant et au centre de ces discussions qui vont se mettre en place. Et donc, pour terminer sur le quatrième axe, donc c'était sur la promotion de la redevabilité et du respect du droit international humanitaire. Et comme je l'ai dit aussi tantôt, sur l'audace que nous devons avoir pour questionner tout le temps, voilà, ça doit être un processus continu et contextualisé, tout ce qui est principe humanitaire. Il faut aussi qu'on aille qu'on essaie de faciliter aussi la compréhension des principes humanitaires pour appuyer aussi un meilleur respect du droit humanitaire international par l'ensemble des acteurs. Peut-être que nous, on est obligé de connaître, mais aussi les acteurs et même les communautés doivent être sensibilisés, voilà, avoir une même compréhension que nous sur ces principes humanitaires et pouvoir donner leur point de vue. Voilà, et c'est dans ce sens qu'ils pourront même faire des propositions lorsqu'il s'agira de les questionner. Donc, il faut aussi qu'on plaide pour la prise en compte et le respect des droits internationaux humanitaires pour toutes les parties prenantes dans le conflit, voilà, pour toutes les parties prenantes dans le conflit et voilà, pour faciliter l'accès des acteurs humanitaires sur le terrain. Donc, nous le constatons, de plus en plus, l'accès est difficile. Des cadres de coordination, des discussions, des dialogues sont mis en place pour parler autour de ces problématiques liées à l'accès à tous les niveaux. Et je pense qu'il est important aussi, dans ces discussions, d'impliquer
les communautés, voilà, qui doivent être au centre aussi de toutes ces discussions, de prendre en compte le point de vue pour pouvoir faciliter l'accès vraiment des acteurs humanitaires sur le terrain pour pouvoir apporter des réponses comme il se doit. Donc, c'est sur ces points voilà, que je voulais partager voilà, avec vous en lien avec la charte de Dakar qui a été élaborée de façon consensuelle et amendée par l'ensemble des acteurs locaux, nationaux et aussi internationaux qui ont participé à l'élaboration de cette charte. Donc, cette charte est en train d'être disséminée à tous les niveaux. Et j'imagine que vous êtes en train de le faire au niveau national. Donc, Yves, tantôt, on a parlé dans sa présentation, les autres acteurs, j'imagine pareil. Nous, au niveau régional également. Donc, dans toutes les discussions que nous avons aussi avec, avec les acteurs, nous sommes en train aussi de partager cette charte et aussi de mettre en place un plan de suivi sur l'opérationnalisation de ces recommandations et aussi également au niveau global. Donc, continuons à y travailler ensemble parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on est plus fort. Voilà. Merci beaucoup, Moussa. Et on va plus loin. Merci beaucoup, Fanta, et merci à tous pour votre attention. Et je pense que beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas essayer de ramasser ce qui a été dit pour ne pas, pour ne pas rater en fait l'essentiel. Mais des trois interventions, je retiens que d'abord, c'est un problème assez général. La question, en fait, de la responsabilisation de chacun sur ce qui lui est dû et sur ce qu'il devait faire comme action, parce que les acteurs locaux sont en même temps, en fait, les acteurs de la réponse, mais aussi, en fait, des acteurs qui vivent le problème. J'expliquais dans une conférence que quelquefois, l'un des dilemmes des acteurs locaux, c'est comment une partie de notre cœur assiste l'autre partie de notre cœur. Parce qu'on a une partie, en fait, de nous qui est le bénéficiaire d'une certaine façon, parce que chacun de nous, que tu sois au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, chacun de nous a fait partie d'une famille ou d'une situation qui est déchirée par une situation la situation de conflit. Et donc, on est tous, d'une certaine façon, concernés par la situation qui impacte la vie des communautés. Et à côté, certains d'entre nous ont la possibilité et l'opportunité d'agir comme acteurs pour répondre aux situations de problème. Donc, ce n'est pas à un problème qui est externe, mais c'est à un problème interne qu'on essaye de répondre. Donc, on a une partie de la réponse et on a aussi une partie de l'action qui est globale dans les simples cadres que une situation d'ici est aussi celle du monde entier parce qu'elle concerne tout le monde. Il y a quelques années, le Burkina Faso était dans une réponse à la situation de crise au Mali. C'était le problème comme un problème de notre pays auquel on répondait. Et de plus en plus, ça a émergé pour devenir des problèmes, et c'est devenu des problèmes de pays. Et ce problème, il est global, il est mondial. Donc, il concerne le monde entier. Et il y a des gens qui sont plus concernés que d'autres, mais la responsabilité collective du monde, du bien-être commun est collectif et chacun a sa part dans la réponse. Et sur ce qui concerne certaines questions qui sont en train d'être posées, notamment sur les centres pour le leadership humanitaire, je confirme que la majorité des formations sont aujourd'hui disponibles en français. Certaines formations sont dans d'autres régions du monde et sont focalisées sur d'autres langues, mais celles qui sont focalisées sur l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, sont en français. Et encore, pour faire de cette approche localisation une réalité, les conditions d'accès à ces formations ne sont pas les mêmes si tu participes en tant que candidat d'une organisation internationale ou d'une organisation des Nations Unies que quand tu te présentes sous le label d'une organisation locale. Et le CHL valorise davantage les candidatures locales et met en place en fait des systèmes aussi de bourses qui permettent l'accès aux personnes qui ont le moins de ressources, qui ont le moins de capacité d'accéder au coût de la formation. Donc, c'est juste vous dire que c'est ouvert en langue,
et c'est accessible aux acteurs locaux pour faire de cette approche localisation une réalité, une politique. Il ne s'agit pas seulement de penser ou de réfléchir à des problèmes qui existent, mais aussi de porter sa partition aussi. Et cette année, nous allons aussi avoir des collaborations avec les CHL. Des discussions sont déjà en cours pour voir aussi, nous aussi, quel est le rôle qu'on peut jouer dans le sens de la facilitation de ces formations ou de la facilitation de l'accès à des formations aux acteurs locaux, mais aussi aux gens qui sont débutants, qui n'ont pas toujours les mêmes faveurs que des gens plus anciens. J'ouvre la page des discussions. On a pris à peu près une quinzaine de minutes sur le temps normal, le temps normal qui était réservé aux discussions. Donc, je propose que si dans la salle ou en ligne, il y a des questions ou des interventions, parce que nous sommes à un rendez-vous du donner et du recevoir, que des gens puissent intervenir et donner leur avis ou leur vision sur la localisation ou leur contraintes actuelles en termes de localisation ou leur façon de voir la question de la localisation. Et avant de clôturer cette page et d'aller vers une présentation du projet que les lance aujourd'hui. OK, en salle, il y a Diallo Omar. Est-ce qu'il y a d'autres? Vous pouvez me mettre le nom? Pardon? Alassane Bougouni. OK.